Je ne sais pas encore ce qui va nous sortir comme vidéo cette fois-ci. Il faut reconnaître qu'il a de l'imagination. Ouais, je dirais même qu'il a des fois une imagination un peu trop débordante. Il faut des fois le suivre dans ses théories. Tu es déjà là? Ouais, on t'attendait. Salut Bob. Salut mec, Tu as une vidéo de prévu? J'ai une petite idée. dis-nous mec. J'avais pensé parler des anciens astronautes. Les anciens astronautes. Tu as une théorie là-dessus? Ouais, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Bon. Eh ben écoute, si tu es prêt, moi je vais me mettre en place. C'est bon mec, ça tourne. C'est comme tu veux. Clap! Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. Dis-moi mec, c'est quoi au juste que cette théorie sur les anciens astronautes? Il s'agit d'une théorie comme quoi nous aurions été visités il y a très longtemps par des astronautes venus d'une autre planète. C'est sérieux mec? Sérieux ou pas, c'est une théorie. Et tu t'appuies sur quoi pour présenter cette théorie, mec? Sur mon imagination. Alors, à toi qui regarde cette vidéo, cette théorie n'est que le fruit de mon imagination. Je ne m'appuie sur aucun fait réel. Je n'ai aucune preuve que je puisse fournir. Je ne vais juste que relater des faits comme ils auraient pu se passer s'ils s'étaient déroulés ainsi. Tu vas nous raconter une histoire en quelque sorte. Oui, c'est tout à fait ça. Ce n'est qu'une simple histoire d'après tout ce que j'ai pu entendre sur ce sujet. Il va de soi qu'elle est à prendre comme une simple histoire de fiction et non comme des faits réels. Alors on t'écoute mec. Alors, avant de commencer, il faut savoir que l'espace est vaste, très vaste même. Les distances qui séparent les différentes planètes sont si grandes qu'on a du mal à l'imaginer avec un cerveau humain. S'il nous faut environ 3 jours pour aller sur la Lune, il nous faut 7 mois pour aller sur Mars, et au-delà, il est quasiment impossible d'envisager d'y envoyer des humains. Ouais, mais ça, c'est avec notre technologie. Tout à fait. S'il y a de la vie sur d'autres planètes hors de notre système solaire, ils n'en sont pas forcément au même niveau de technologie que nous. Notre Soleil est relativement jeune à l'échelle de l'univers. Donc on peut imaginer que si la vie s'était développée également ailleurs, dans certains cas, il pourrait être bien plus avancé que nous. Ok. Mais alors, pourquoi nous n'avons jamais vu d'extraterrestres? Eh bien, justement parce que les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'univers. S'il y a des extraterrestres sur une autre planète, ils rencontrent les mêmes contraintes que nous pour aller visiter l'univers. Notre voisin direct, le système solaire le plus proche du nôtre, se trouve à 4,2 années-lumière, ce qui veut dire que la lumière de Proxima Centauri met plus de 4 ans à nous parvenir. À 300 000 km/s. Environ. Parce que la lumière ne va pas vraiment à cette vitesse, non? C'est vrai, la lumière se déplace à 299 792,458 km/s dans le vide spatial. Mais il est impossible à la matière d'atteindre cette vitesse. Combien de temps mec? Difficile à dire sans connaître leur niveau de technologie. Mais ça prendrait bien entre 60 et 80 000 ans en année terrestre. Bien sûr, plus ou moins quelques milliers d'années. Si tant est que la vie se soit développée dans ce système solaire, car Proxima est un soleil rouge, bien plus petit que le nôtre. Il chauffe beaucoup moins. Et pour qu'une planète soit dans sa zone habitable, il faut qu'elle soit beaucoup plus proche. C'est le cas de Proxima b. Seulement, en étant plus proche, elle se trouve en verrouillage gravitationnel. C'est-à-dire que, comme la Lune avec la Terre, c'est toujours la même face qui est tournée vers son Soleil. Alors, si je comprends bien, il fait trop chaud d'un côté et trop froid de l'autre. Exactement. Donc, si la vie a pu se développer, c'est uniquement sur la ligne entre le jour et la nuit perpétuelle. Il y a donc un crépuscule permanent. En plus, un soleil rouge est très agressif. La planète se trouve souvent irradiée par les éruptions solaires. Ouais, mais si la vie s'y est développée,
Ils ont pu aussi développer une résistance à la radiation, non? Ce n'est pas impossible, mais c'est peu probable. J'imagine que pour trouver de la vie, il faudrait aller voir encore plus loin. Où ça, mec? Je ne sais pas, en fait, mais dans un système solaire similaire au nôtre. Mais là, les distances qui nous séparent sont encore bien plus grandes. Mais imaginons que ce soit possible. Compte tenu du nombre d'étoiles rien que dans notre galaxie, les probabilités pour que la vie se soit développée ailleurs sont quand même énormes. Alors, imaginons que la vie se soit bel et bien développée sur une de ces planètes, qu'elle se soit développée bien avant nous, leur permettant d'avoir une technologie bien plus avancée que la nôtre, et qu'ils décident d'aller visiter l'univers qui les entoure. Ça fait beaucoup de si, mais admettons. Alors pourquoi on ne les aurait jamais vus? Eh bien, il y a plusieurs raisons en fait. Ils ne sont peut-être pas venus dans notre direction, ou tout simplement sont passés à côté de notre système solaire sans se douter qu'une de ces planètes était habitée. Ou alors ils sont passés avant que la vie ne se développe. Ou il y a si longtemps que nous ne savons pas que nous avions été visités. Ou bien ils sont tout simplement pas encore arrivés. Tout est possible. Alors dans ce cas, on n'est pas près de voir des extraterrestres. C'est peu probable, en effet. D'autant plus que si pour aller de Proxima b à la Terre, ça prendrait des dizaines de milliers d'années, pour venir de plus loin, ça prendrait bien plus que des centaines de milliers d'années. Donc, pour effectuer un tel voyage, il n'y a pas beaucoup de solutions. Être congelé? Ça serait une solution. Mais conserver des êtres en état de stase aussi longtemps ne garantirait pas qu'ils puissent survivre à un tel voyage. Alors, il faudrait qu'ils puissent aller plus vite que la lumière. Mis à part que ce n'est pas possible, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Et même si on tordait les lois de la physique pour y arriver, il faudrait une énergie colossale, plus d'énergie qu'en produit un soleil. Un trou de verre, alors? Même si les trous de verre existaient, il serait peu probable de pouvoir les traverser. Mais tel que je te connais, tu vas nous sortir une solution de ton chapeau. Il y en a une, en effet. Elle respecte les lois de la physique et serait tout à fait réalisable, si leur technologie leur permettait. On t'écoute, mec. Construire un vaisseau-monde. Un quoi? Un vaisseau-monde c'est un vaisseau spatial d'une taille gigantesque. Un énorme cylindre d'une vingtaine de kilomètres de diamètre sur une soixantaine de kilomètres de long, en rotation sur lui-même, dont les parois font bien 2 kilomètres d'épaisseur. Ah ouais, pour être gigantesque. Il est gigantesque ton machin. Il faut bien ça pour faire vivre toute une population. La rotation sur elle-même, par la force centrifuge, permet d'avoir une gravité sur les parois intérieures. Et dans un vaisseau comme celui-ci, plusieurs milliers, voire millions de personnes pourraient y vivre. Cultiver des champs et produire tout ce dont ils ont besoin. Car une fois en route, il n'est plus question d'avoir du ravitaillement. Ok, mais rien que la construction d'un tel vaisseau, ça prendrait des années. Des siècles même. Et une fois partis vers l'immensité de l'univers, il n'y a plus de retour possible. Ceux qui embarquent à bord savent très bien que leur univers ne sera plus que l'espace de leur vaisseau spatial. Ils vont naviguer des millénaires avant d'arriver à un autre système solaire qui sera peut-être inhabité. Alors j'imagine que c'est quelque part dans l'univers de tels vaisseaux ont été construits et qu'ils soient partis à la découverte d'autres planètes potentiellement habitées, l'un d'eux aurait pu passer par notre système solaire. Après des millénaires de voyages, des générations d'êtres venus d'ailleurs s'étant succédés dans le vaisseau-monde, certains d'entre eux n'imaginent même pas que la vie soit possible hors de ce vaisseau. C'est le branle-bas de combat chez l'équipe des scientifiques. Il ne faut pas laisser passer une occasion pareille de voir si la vie est possible sur l'une de ces planètes. Tu m'étonnes. Dans ce système solaire, seules 3 planètes se trouvent dans la zone habitable. Mais uniquement une seule semble être une bonne candidate. Le problème, c'est que l'on ne peut pas arrêter la progression d'un vaisseau-monde.
Il faut donc bien s'organiser. Donc ils apprêtent une navette qui va partir devant pour explorer la planète et rejoindre le vaisseau monde avant qu'il ne se soit trop éloigné en quittant le système solaire à tout jamais. Ils vont devoir en faire vite. Ils ont à peu près 2 mois terrestres. Passé ce délai, la navette ne pourrait plus rattraper le vaisseau mère. C'est une mission dangereuse, mais ils la tentent quand même. Et il y a quand même près d'une centaine de personnes qui prennent place à bord de la navette. Ah, quand même. Eh oui, 2 mois, c'est court. Ils vont devoir faire plein d'analyses de toutes sortes. Et ils ne savent pas quel genre de problème ils risquent de rencontrer. Et le premier problème qu'ils rencontrent, c'est la force d'attraction de la Terre, qu'ils avaient mal anticipée. Eh oui, perdus dans l'espace depuis des millénaires hors de tout système solaire, ils n'ont pas eu beaucoup de planètes à étudier. Ils savaient bien que la Terre avait une forte attraction, mais ils ne l'imaginaient pas aussi forte que ça. Ils ont dû utiliser beaucoup trop de carburant pour atterrir sans dommage. Problème, il va leur en falloir encore plus pour s'extraire de l'attraction terrestre. Et ils ne vont pas trouver de station de service pour faire le plein, j'imagine. Non. Mais ils peuvent tenter d'extraire et de raffiner du carburant sur Terre. Ils en ont la technologie. En revanche, c'est le temps qui leur manque. Mais ils tentent quand même le coup. C'est leur seule chance de retourner vers le vaisseau mère. Une partie de l'équipe s'occupe du carburant, tandis que l'autre partie se charge de faire un maximum de relevés sur ce nouvel environnement. Et un coup énorme de chance, l'atmosphère terrestre correspond à peu de choses près à l'air qu'ils ont l'habitude de respirer sur leur vaisseau. Ce qui leur permet de sortir de la navette sans avoir un équipement spécial, mis à part une bonne protection anti-UV, car il n'y a pas de soleil sur le vaisseau monde. Il y a bien un éclairage central alimenté par la rotation du vaisseau, mais ça n'a rien à voir avec un soleil. Et ils vont croiser des terriens? Oui, bien sûr. Mais ils sont à peine évolués. Lorsque les habitants de la Terre de l'époque les ont vus arriver, ils les ont pris pour des dieux venus du ciel. Ils avaient à moitié juste. Parce que si c'était pas des dieux, ils venaient quand même bien du ciel. C'est pas faux. Quelques-uns des extraterrestres ont bien essayé de rentrer en contact avec les humains. Mais les humains ont cette fâcheuse tendance à essayer de tuer tout ce qui leur fait peur. Alors, ils se sont contentés que d'en capturer quelques-uns pour faire une série d'analyses et de les relâcher par la suite. Malheureusement, le temps passait trop vite et les extraterrestres se fatiguaient beaucoup, car ils devaient lutter contre une attraction de la planète bien plus forte que celle exercée dans leur vaisseau monde. Il aura fallu se rendre à l'évidence qu'ils n'arriveraient pas à extraire et raffiner suffisamment de carburant, et c'est ainsi qu'un petit groupe d'une centaine d'extraterrestres se sont retrouvés bloqués sur Terre. Alors, ils se sont mêlés aux humains. Ils ont bien réussi à rentrer en contact avec les plus évolués d'entre eux. Ils ne leur ont pas donné de technologie trop avancée, mais ils les ont mis sur la bonne voie pour leur permettre de la découvrir. Comme produire de l'électricité, par exemple. Mais cette technologie s'est perdue avec le temps et elle n'a été redécouverte que bien plus tard. Ils leur ont également appris comment déplacer des blocs de pierre de plusieurs tonnes, permettant à certains d'entre eux de construire des pyramides, par exemple. J'en étais sûr. Mais bien qu'ils soient d'une vie carbonée et d'une forme humanoïde, ils n'avaient pas évolué comme nous depuis les mammifères. Eux, ils avaient évolué depuis les reptiles. Attends, mec, tu parles des reptiliens? Eh oui. Leur peau recouverte de petits écailles et leurs yeux rouges faisaient peur aux humains. Raison pour laquelle ils n'ont eu que très peu de contact avec nous. Et n'étant pas assez nombreux pour coloniser la Terre, ni même pour s'imposer en tant que peuple, ils ont préféré se cacher. Ils ont vécu quelque temps dans leur navette spatiale où ils étaient en sécurité. Mais au fil du temps, ils l'ont démantelé et c'est sous terre qu'ils se sont installés. Cependant, ce sont des êtres bienveillants. Ils n'ont pas cherché à nous dominer ni à nous exterminer.
Ils vivent secrètement de leur côté, sans plus avoir de contact avec nous. Mais au fil du temps, ils ont réussi à modifier génétiquement certains de leurs descendants pour qu'ils nous ressemblent. La couleur des yeux a pu changer, mais pour la peau, ça a été plus compliqué. Seulement, avec un traitement, leur peau peut ressembler à la nôtre, si toutefois, ils n'arrêtent pas de prendre ce traitement. C'est ainsi qu'ils ont pu placer certains reptiliens à des postes clés terrestres. Mais pourquoi nous n'avons jamais vu de traces de cette espèce d'extraterrestre? Parce qu'ils savent bien se cacher. Comme beaucoup de reptiles, ce sont les rois du camouflage. Cependant, mais uniquement dans des cas extrêmes, ils peuvent agir à découvert. Quand ça, mec? Eh bien, par exemple, le 30 juin 1908, à exactement 7h13, un météore d'environ 50 mètres et pesant à peu près 62 000 tonnes est tombé dans la Tunguska, en Sibérie centrale. Mais il n'a pas touché le sol. Les reptiliens ont eu le temps de le détruire avant l'impact, en le faisant exploser à 5-10 km du sol. Ce qui a quand même créé une explosion 1000 fois supérieure à la bombe d'Hiroshima, détruisant la forêt sur un rayon de 20 km et faisant des dégâts jusqu'à une centaine de kilomètres, 2000 km² de forêt balayée, 60 millions d'arbres abattus. Sans les reptiliens, le météore touchait le sol et les conséquences étaient des milliers de fois supérieures. Mais tu y crois, mec? Pas du tout. Ce n'est qu'une histoire fiction que j'ai imaginée pour présenter la théorie des anciens astronautes. Lorsque Bob disait que tu ne manquais pas d'imagination, ce n'était pas un euphémisme. C'est vrai que quelquefois je peux être assez imaginatif. En revanche, dans cette histoire fiction, certains éléments étaient vrais. Il y a bien un météore qui est tombé en 1908 en Sibérie. Seulement, ce ne sont ni les reptiliens ni aucune technologie qui l'a détruit avant qu'il ne touche le sol. C'est simplement les lois de la physique. La friction de l'air sur le météore et la compression de l'air sous le météore l'ont fait exploser entre 5 et 10 km du sol. Mais je vous encourage à aller faire quelques recherches pour approfondir tout ça. Il va de soi qu'aucun extraterrestre n'ait aidé les Égyptiens à construire les pyramides. Nous n'avons d'ailleurs aucun début de preuve que des visiteurs d'une autre planète soient déjà venus sur Terre, ni même que la vie se soit développée ailleurs que chez nous. Même si les probabilités pour que la vie ait émergé dans un autre système solaire sont loin d'être nulles, nous n'en avons aucune preuve. Alors, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Il va de soi que ce n'était qu'une histoire fiction, raison pour laquelle tout au long, Fake Story était inscrit derrière moi. Mais je ne voudrais pas qu'il y en ait qui prennent tout ça pour vrai, ni que d'autres reprennent des extraits de la vidéo pour me faire dire n'importe quoi. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le avec un pouce en l'air et un commentaire. Sympa et courtois. Partagez également cette vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Et puis pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Et activez aussi la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, salut l'équipe. Et c'est vrai que même si ce n'était qu'une histoire de fiction, il nous a bien fait rêver le bougre. Salut la jeunesse. Et vous reviendrez nous voir, hein? Quel que soit le sujet. Qu'il soit scientifique, qu'il soit sportif, cinéma ou une histoire fiction comme celle-ci, prenez toujours le temps pour en parler les uns avec les autres. Car c'est toujours bien de savoir ce que les autres en pensent. Allez, au revoir à toutes et à tous. Et j'espère vous revoir de plus en plus nombreux, les cacouacs.